Salam alaikum, Az-Zulflaoun, bonsoir. Le président Al-Majid Tebboune a entamé officiellement son second mandat à la tête de l'Algérie. Après sa prestation de serment hier au Palais des Nations d'Alger, dans son allocution, Al-Majid Tebboune a annoncé le lancement d'un dialogue et des concertations politiques avec l'ensemble des forces nationales vives, et ce, en consécration de la véritable démocratie. Un dialogue national ouvert sera lancé, nous permettant de baliser ensemble le chemin qu'empruntera notre pays en matière de consécration de la véritable démocratie. Non pas celle des slogans, mais celle qui donne la souveraineté à ceux qui la méritent, a-t-il dit. Aussitôt après cette annonce, deux autres partis d'opposition ont réagi. Le RCD a pris acte de l'annonce de Tebboune d'ouvrir un dialogue avec les forces vives de la nation. Athman Mahzouz a déclaré que c'est une proposition longtemps défendue par à travers notre appel à un débat national sans exclusive. Nous attendons les contours, a-t-il dit, selon un communiqué du RCD. Le RCD qui n'a pas présenté de candidat au présidentiel, il a appelé même au boycott de ces présidentielles du 7 septembre, pose toutefois quelques conditions. Il va de soi que les décisions urgentes à prendre seront des mesures d'apaisement avec l'ouverture des champs politiques et médiatiques et la libération des détenus d'opinion et politique, a expliqué Athman Mahzouz. Le Parti des travailleurs a également réagi à l'annonce de Tebboune, même si les questions politiques sont du ressort des acteurs politiques. Considérant qu'il s'agit d'une question fondamentale, nous pensons que ce dialogue doit inclure l'ensemble du peuple algérien, sans exclusion ni exclusive, dans un débat national libre et démocratique, afin qu'il puisse définir lui-même, à l'issue du débat, la forme et le contenu des institutions et instruments dont il a besoin pour exercer sa souveraineté pleine et entière, a déclaré le parti de Louis Ahnou dans un communiqué. Pour le bureau politique du Parti des travailleurs, la réussite d'un tel débat exige la levée de toutes les contraintes qui entravent l'exercice de la liberté d'expression politique de presse, et donc l'ouverture politique et médiatique effective, l'arrêt de toute criminalisation de l'exercice des libertés démocratiques, a précisé le PT. Le système a toujours œuvré pour empêcher l'émergence de tout espace de discussion, d'échange et de débat contradictoires, générant ainsi une sécheresse démocratique et une dépolitisation rampante de la société. La vie politique artificielle est animée par une kyrielle de partis décoratifs aux ordres des vrais tenants du pouvoir. Peut-on raisonnablement prétendre à un deuxième mandat alors que le premier fut désastreux, négatif sur tous les plans et surtout a vu le pays régresser dans tous les classements internationaux? Peut-on raisonnablement prétendre à un dialogue national alors que l'opposition réelle est sous la chape de plomb? Et dès lors qu'il n'y a ni volonté de transformation profonde du système, ni véritable culture du dialogue entre l'État et la société, ni projet politique, ni institution efficace, il ne reste au régime que la répression comme régulateur du politique. Pourtant, le pays fait face à des crises aux conséquences sociales, économiques et politiques lourdes. Leur résolution est urgente et exige de la légitimité, de la compétence et une transparence totale envers la population. Nous débattrons avec nos invités de la promesse de Tebboune d'un dialogue national, juste après cette petite intro. Algérie, Tebboune promet un dialogue national. Avec qui? La question est posée. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Ali El-Askari, ancien coordinateur de l'instance présidentielle du FFS. Il est avec nous depuis Alger, via Skype ou peut-être via le téléphone, pas très sûr, via Skype ou téléphone, je ne sais pas s'il y a une bonne connexion, parce que c'était prévu par Skype, notre ami Ali El-Askari.
En tous les cas, Ali El-Askari, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Dali. Bonsoir Nasser, bonsoir à nos amis qui sont sur le plateau, et bonsoir à toute l'équipe de Maghrébia et à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup, Dali. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a aussi Sibrahim Younsi, analyste politique et ancien membre du MDA de 82 à 88. Il est avec nous par Skype. Et là, je suis sûr, il est avec nous depuis Paris. Sibrahim, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'inviter de nouveau. Je vous salue et je salue C. Ali El-Askari. Marhaba bik Sibrahim, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bien sûr, on va revenir sur la question qu'on pose aujourd'hui. Donc, ce qu'a déclaré Al-Majid Tebboune, qui a promis donc un dialogue national avec avec les partis politiques et la société civile. Bien sûr, c'est pas la première fois, puisque même en 2019, on a connu donc le panel pour le dialogue qui était présidé par Karim Younes dans la période du Hirak, et on a vu après comment les choses se sont développées. On a vu aussi les maintes tentatives de dialogue ou la main tendue d'Al-Majid Tebboune à l'opposition. On va commencer avec Ali El-Askari. Ali El-Askari, avant de vous poser la question, on va écouter donc les déclarations de Abdelmajid Tebboune concernant le dialogue. نقوم باتصالات كثيفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، السياسية منها والاقتصادية والشبانية، أن ندخل في حوار وطني مفتوح نخطط معا المسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة، مش ديمقراطية الشعارات، الديمقراطية التي تعطي السيادة حقيقة لمن يستحقها. On a entendu donc Abdelmajid Tebboune. Ali El-Askari, je vais commencer avec vous. Donc, vous avez entendu les déclarations de Abdelmajid Tebboune. Il a promis donc d'entamer un dialogue avec l'opposition et pour une vraie démocratie, pas celle des slogans. Qu'est-ce que vous en pensez, Ali El-Askari? Écoutez, c'est pas la première fois que le régime algérien s'est exprimé par rapport à un dialogue, mais il faut lui rappeler aussi qu'il a fait rater à l'Algérie l'opportunité historique d'un changement démocratique pacifique, et surtout depuis le 22 février 2019. En utilisant la politique du tout sécuritaire, l'autoritarisme et la répression, bien sûr par le bannissement de tous les contre-pouvoirs, l'absence de tout canal de dialogue, ils l'ont fermé, de médiation, de négociation et résolution des conflits, qui était demandé, bien sûr, par les forces politiques sérieuses en Algérie et aussi par la société civile et aussi l'organisation du PAD pendant la Révolution. Après une conférence nationale, une convention nationale et des assises pour tenir une conférence nationale de dialogue ouverte et inclusive. Il n'y a pas eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Si aujourd'hui, il n'y a eu que de l'hostilité. On a eu jusqu'à aujourd'hui, il y a une hostilité avérée contre la révolution populaire pacifique à caractère unitaire et national. Et nous avons connu pendant 5 ans, je dis bien pendant 5 ans, que des rencontres protocolaires et décoratives, avec aucune volonté politique concrète de dialogue. Alors aujourd'hui, parler de dialogue, parler de démocratie véritable, c'est-à-dire démocratie haqiqiya,
On ne peut parler de, nous lui disons, on ne peut parler de dialogue sans mesure d'apaisement concrète et par des actes. Il commence d'abord par des actes avant de parler de dialogue. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de dialogue sans qu'il y ait des actes concrets, sans libérer les détenus politiques et d'opinion, sans abroger les lois restrictives, sans libérer les champs politiques et médiatiques, sans la libre circulation des citoyens algériens qui sont interdits aujourd'hui de sortir de leur pays ou de venir de l'extérieur par rapport à la diaspora. Mais aussi sont levées, c'est-à-dire toutes restrictions sur les activités réunions publiques. Ce que nous constatons, les exemples sont énormes, et aussi, s'il y a un véritable dialogue, il y a eu des exemples avant, différentes expériences n'ont abouti. Il y a eu beaucoup de propositions de sortie de crise sérieuses pour une véritable solution politique. Mais malheureusement, à chaque fois, il n'y a eu que des ruses, des supercheries et des manipulations pour gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont totalement une absence de culture de dialogue, de culture politique et de dialogue. Et ça a freiné. Une seule fois, lorsqu'on voulait aller à une conférence nationale souveraine, c'était en 1993, avant que le HCE termine son mandat. Malheureusement, ils étaient dans les mêmes manœuvres pour aboutir à une conférence nationale de transition où ils ont mis un général à la tête du pays. Et ça n'a pas été une conférence nationale souveraine. On n'a pas été, ni nous, ni le FLN de Mairie dans le temps, ni le FLIS, ni les autres partis politiques, pour aller à une véritable réconciliation nationale, historique, avec le peuple et les institutions. Aujourd'hui, on voudrait des actes concrets d'abord, avant de parler de quoi que ce soit. Avant de dire que c'est louable. Si j'ai entendu... Je m'excuse, oui, oui. Ali, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Je vais vous la rendre, mais Youssef Aouchiche aussi donc, a salué cette promesse de dialogue national. On va écouter Youssef Aouchiche et j'aimerais revenir juste après vers vous, Dali. On l'écoute. ندعو الرئيس المعاد انتخابه لاتخاذ قرارات سياسية جريئة لإرساء مناخ من التهدئة والانفتاح الديمقراطي. هذا الجهد ضروري لتقوية البلاد في مواجهة التحديات الكبرى التي يجب أن نتغلب عليها بصفة جماعية. ندعوه إلى إصدار عفو رئاسي عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، كما نأمل أن يستخدم صلاحياته لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات ووضع حد للإفراط في تجريم العمل السياسي والحقوقي، وكذلك فتح المجالين السياسي والإعلامي، مع إلغاء كل القوانين التي تعرقل الحريات وتمس بالحقوق. Youssef Aouchiche, le premier secrétaire du FFS. Dali, vous avez entendu Youssef Aouchiche qui demande aussi la libération des détenus, une grâce présidentielle, mais aussi l'abolition de cette loi de 87 bis. Votre réaction, Dali? J'aurais bien voulu qu'il y ait des actes concrets. Le vrai FFS, le Front des Forces Socialistes, et sa direction dans le temps. D'abord, il devait être dans la protestation politique et la contestation, sur le terrain, concrète, pour ouvrir la fermeture du champ politique et médiatique. Et aussi réunir toutes les forces politiques et sociales et créer un rapport de force concret dans la société. On n'a rien vu en dehors de sa présence
à l'investiture, et c'est dans la continuité des rencontres protocolaires et décoratives. Il confirme aussi la mission du 13 avril et aussi le soutien au bilan du pouvoir avant les élections présidentielles. Et les résultats dans la région de Kabylie, où le FFS a été tout le temps majoritaire, et je dis bien, et avec responsabilité, le Front des Forces Socialistes a toujours gardé son fief, le bastion. Toutes les élections, il a participé. Et c'est la première fois où ça a été un échec total. Pour peser dans la société, il faut avoir sa base militante, ses partenaires politiques, que ce soit politiques et sociaux, ils sont énormes. Le retrait du PAD, je dis bien, a fait en sorte d'affaiblir le mouvement révolutionnaire, populaire, pacifique à caractère unitaire et national. Et aujourd'hui, victimisé, vous l'avez participé à une élection en disant que l'Algérie est victime d'armes étrangères. Je voudrais bien entendre sur cette question. Malheureusement, abandon de la protestation et contestation politique concrète, malgré la fermeture du champ politique et médiatique, a amené la répression et les arrestations des hirakistes. Donc la présence à l'investiture du deuxième mandat est un appui et soutien à la politique du régime dans la continuation, la consolidation et la pérennisation du système. Il a mentionné tout ça. Et aussi, ça a été un défi au combat du FFS depuis 1963. Ils ont défié la fidélité au combat du FFS depuis 1963, qui a toujours dit non au régime, de s'asseoir à table tant qu'il n'y a pas des actes concrets pour aller à des solutions politiques concrètes avec des actes sur le terrain. On a refusé en 2015, je leur dis attention parce que je n'ai pas eu le temps de beaucoup parler, la conférence du consensus national, elle était prête. Je dis bien qu'elle a été prête avec les forces politiques et sociales dans le pays, tous les partenaires qui perdent en Algérie. Et le jour où Saïdani a dit qu'il faut rencontrer Bouteflika, nous lui avons dit, nous on a besoin de la volonté politique. La conférence devait se tenir le 24 février 2015. Au mois de janvier 2015, elle a capoté parce que le problème, ce n'était pas de rencontrer Bouteflika pour le réhabiliter alors qu'il était sur une chaise et aussi qu'il n'avait pas la légitimité du peuple algérien. On avait besoin d'aller à une conférence nationale du consensus national. C'est vrai qu'on a parlé d'une feuille blanche, on a dit l'ordre du jour, on va le faire ensemble. C'est les partenaires politiques. La commission de préparation, c'est ensemble. Si on veut des actes concrets. Mais nous, on ne s'engouffre pas. L'école d'Aït-Ahmed, on ne s'engouffre pas dans les supercheries et les ruses et les manipulations. Pour affaiblir le Front des Forces Socialistes, l'instrument de lutte, et affaiblir l'opposition en Algérie. Très bien, restez avec nous, Dali. Dali, restez avec nous parce que Dali, restez avec nous. Je sais que vous avez beaucoup à dire sur cette question. On va revenir pour vous donner la parole, mais je dois aussi donner la parole à notre invité, c'est Brahim, qui est avec nous aussi depuis Paris. C'est Brahim Younsi. J'aimerais avoir votre avis par rapport à cette question. Je vous ai lu hier, donc vous avez posté un post qui m'a fait beaucoup rigoler. Dialogue, et je vous cite, dialogue Tebboune, c'est flou. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Vous avez eu beaucoup de réactions par rapport à ce poste. Qu'est-ce que vous en pensez, Sibrahim? Politiquement, donc un début de Abdelmadjid Tebboune d'un second mandat,
il parle du dialogue, il parle d'un dialogue national. Qu'est-ce que vous en pensez, Sibrahim? Mais avant de vous donner la parole, on va écouter Tebboune. Qu'est-ce qu'il il avait déclaré donc auparavant sur la question du dialogue, mais aussi sur Lem Sheml. أنا تقريبا منذ سنة وإحنا نحاول باش حتى الجزائريين اللي كانوا مغلطينهم يرجعوا للوطن الأم ويرجعوا كذا، الناس اللي كانوا غالطين البعض منهم فهم باللي المستقبل تاعو راه مع الشارع الجزائري، ما راهش مع السفارة الفلانية ولا السفارة الفلانية. ما يمشيش في شعب مقاوم، شعب التواجد نتاعو حاليا والفكر نتاعو تاع مقاومة. جماعة تقصد السيد الرئيس عفوا جماعة المرحلة الانتقالية وكذا. منهم كان البعض اللي حاولوا يأسوا لطابور خامس اللي حاجة في نفس يعقوب، ما نجحوش وما ينجحوش فيها رانا. Donc, ces déclarations d'Ahmed Tebboune sur la question de Lem Sheml. Brahim Younsi, votre réaction? D'abord, je vous remercie d'avoir cité mon poste. Effectivement, si vous avez compris quelque chose à la proposition ou à l'annonce de Abdelmajid Tebboune, dites-le moi. Pour moi, c'est flou. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Nous avons l'habitude de ces discours. C'est un discours déjà entendu à plusieurs reprises et par des chefs d'État successifs, depuis au moins Chadi Benjdid. Souvenez-vous qu'il avait, en tout cas, l'opposition à l'étranger avait été, et j'étais parmi eux, avait été contacté pour une soi-disant conférence nationale, alors que ce n'était qu'une manœuvre des services de renseignement. Je ne crois pas que Abdelmajid Tebboune a suffisamment d'autorité. Ce n'est pas lui qui a l'autorité pour sortir l'Algérie de l'impasse où elle se trouve politiquement. Je ne le crois pas du tout. Mais alors, pas du tout. Chadi Benjdid lui-même n'avait pas réussi à ouvrir le champ politique. En tout cas, nous savons avec qui ce dialogue, s'il s'ouvrait, aurait lieu. Il aurait lieu avec les partis croupions que nous connaissons, et certains se sont déjà déclarés prêts à aller à Al-Mouradia, si c'est à Al-Mouradia que ce pseudo-dialogue aurait lieu. C'est dire que faire confiance à Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune qui s'est, avant-hier, lors de la cérémonie d'investiture, la curieuse cérémonie d'investiture, il s'est parjuré. C'est un homme qui n'a pas arrêté de se parjurer. Il avait juré, et c'est la deuxième fois qu'il le fait, sur le Coran. Et le parjure est une entité qui appartient à Abdelmajid Tebboune. Et son serment est empreint de fausseté, de mensonges, comme d'habitude. Pourquoi ne mentirait-il pas lorsqu'il appelle à une ouverture, entre guillemets, politique, un dialogue avec les partis politiques, et il a circonscrit l'espace. Cela veut dire qu'il y a des oppositions, des opposants qui ne feraient pas partie de ce dialogue. Ces dialogues, il y a une restriction
à cette ouverture ou cette pseudo-ouverture annoncée, en tout cas. Moi, je ne donne pas cher de cette pseudo-proposition. Je crois que c'est du vent. Il nous vend une marchandise relatée, comme toujours. Je n'y crois pas du tout. Je crois qu'il faut continuer la lutte. Il faut que le peuple algérien, qui a montré par le boycott qu'il a mené, qu'il n'était pas disposé à suivre ce pouvoir, un pouvoir qu'il a abreuvé de mensonges, de promesses non tenues, il ne peut plus croire à ce que dit Abdelmajid Tebboune. Oui. C'est Brahim. Permettez-moi juste de rebondir par rapport à ce que vous avez dit. C'est Brahim, peut-être que des observateurs vous diront que le deuxième mandat de Abdelmajid Tebboune sera différent du premier mandat, puisqu'il ne pourra plus faire d'autres mandats, et son âge, peut-être, il sera 84 ans quand il finira donc son quinquennat. Est-ce que vous pensez que ceux qui avancent cet argument, ceux qui avancent aussi que la situation est délicate par rapport à l'environnement de notre pays, on voit ce qui se passe dans le Sahel, on voit ce qui se passe en Libye, des défis aussi sur la question géopolitique. Est-ce que vous pensez que le régime peut-être est arrivé à une conclusion de dire qu'on ne peut pas faire sans ouverture politique? Non, mais dans l'idéal, dans l'absolu, évidemment que le rassemblement des forces politiques est indispensable dans la situation d'encerclement d'une certaine manière dans lequel se trouve le pays dans lequel se trouve l'Algérie, c'est clair, mais le pouvoir en place n'a aucune volonté, ni même de velléité. Mais pourquoi, pourquoi d'après vous, c'est Brahim, je vous ai coupé la parole, pourquoi d'après vous, il n'a pas la volonté de s'ouvrir? La raison en est que c'est la continuation d'une doctrine unique, d'un parti unique, et vous savez, comme moi, que le parti unique, c'est l'armée. Donc, nous ne sommes pas encore passés, et il n'y a aucun signe à cela, d'une société de commandement à une société démocratique. Cela ne se fera pas. Nous sommes encore, et nous ne voyons pas le pouvoir prendre ce chemin, cette route. Nous sommes encore dans la société de commandement. Donc vous pensez, c'est Brahim, vous êtes en train de dire que c'est l'armée qui bloque cette ouverture? Mais depuis fort longtemps. L'armée a bloqué. Je viens de vous dire que nous avons été contactés. Je suis le seul d'ailleurs à ne pas être tombé dans le panneau des militants et des responsables de haut niveau qu'ils avaient contactés du PRS, du MDA et du FFS. Certains sont rentrés. Certains sont rentrés avant que l'ouverture soit faite. Et vous savez que après les événements de 88, il y a eu une pseudo-ouverture où tous les partis politiques, Hussein Ahmed est rentré, Ben Bella était rentré, Reshdi Boudiaf, il a répondu à un appel en 1991-92. Il n'était pas rentré au moment où les partis politiques commençaient à créer un climat de démocratie, notamment les opposants qui étaient à l'extérieur, mais tout cela, qu'en est-il devenu? Qu'est-ce que tout cela a produit? Il a produit la fermeture, la démocratie naissante a été tuée dans l'œuf. Par qui? Par le collège des généraux. C'est toujours l'armée qui a la main politique. Ce n'est pas les politiques. Les politiques ne commandent pas à l'armée.
Nous sommes encore dans une société de commandement et nous ne sommes pas encore passés dans la société des libertés. Moi, je C'est Brahim, très rapidement sur cette question. C'est Brahim, et ceux qui avancent, c'est des observateurs, c'est leur lecture. Ceux qui avancent que peut-être qu'il y a une partie de l'armée, au sein de l'armée, qui ne veut pas que cette politique continue, qu'elle veut qu'il y ait une rupture de cette politique. Qu'est-ce que vous en pensez de ceux qui avancent cet argument? Il est fort possible qu'il y ait des unités. Des unités, je ne parle pas des unités militaires. Quand je dis des unités, il y a quelques officiers supérieurs, quelques-uns. Il y en avait auparavant. Mais je crois qu'ils ne tiennent pas l'appareil. Ce n'est pas ces officiers-là qui tiennent l'appareil. D'abord, bien sûr, nous sommes dans un autre temps politique. Cela est clair. Par exemple, ces officiers n'ont pas soutenu leurs collègues. Moi, je n'étais pas du tout d'accord avec Rdiri, le général Rdiri. Mais le général Rdiri continue à croupir en prison. Absolument. Alors que rien ne lui a été reproché. Moi, je ne connais pas les chefs d'accusation, voire d'inculpation. Je ne les vois pas. Mais ces officiers généraux ou des officiers de rang ne soutiennent pas davantage ou ne demandent pas la libération de leurs collègues. C'est dire que je continue à penser que ce sont les officiers généraux qui sont pour la fermeture, qui sont pour la répression, qui aujourd'hui ont le vent en poupe. Très bien. Reste avec nous, Brahim Younsi. Dali, je vais revenir vers vous. Bien sûr, avant de vous donner la parole, on va juste faire passer ces vidéos de Louisa Hennoun, d'abord, qui parle donc du climat interne et qui, donc, ces déclarations ont été faites, bien sûr, avant les élections. On l'écoute. نحصن الجزائر أو ما يسمى بالجبهة الداخلية السياسات الكفيلة بإرجاع السكينة في البلاد، معناتها إجراءات سياسية تاع تهدئة، تلطيف الجو المناخ السياسي، معناتها ما يكونش قمع، ما يكونش مساس بالحقوق والحريات، بالعكس أنه يكون إطلاق سراح للسجناء. وإحنا سجلنا في الآونة الأخيرة أنه كاين كمان 22 اللي تم تبرئتهم، وهذا شيء مهم جدا، وإحنا نطالب أن توجه للسلطات على خاطر القوى العظمى الإدارة الأمريكية خاصة تستعمل هذه الملفات كوسيله ضغط دونك في الجانب السياسي والديمقراطي، الانفتاح الإعلامي، أنه يعني نقوم بتطهير الأوضاع نتخلص من التراكمات هذوما ويكون انفراج حقيقي. Louisa Hennoun, donc ces déclarations étaient avant bien sûr les élections. Il faut rappeler que Louisa Hennoun donc ne voulait pas se présenter aux élections du 7 septembre dernier et qu'elle a même appelé à boycotter entre guillemets les élections présidentielles. On va écouter Sofiane Djilali, qu'est-ce qu'il pensait aussi d'un deuxième mandat de Abdelmajid Tebboune. Ces déclarations ont été faites aussi avant les élections. TSA, vous avez rencontré le président de la République à plusieurs reprises. Pensez-vous qu'il se représentera pour un deuxième mandat? Selon la dépêche de l'APS, il serait déterminé à accomplir ce qui reste de son programme. C'est là où le vrai débat devrait commencer. Est-ce que l'Algérie se portera mieux avec cette politique? À mon avis, notre pays a besoin d'un changement paradigmatique. Il faut résolument sortir de l'esprit de la distribution de la rente. Il faut mettre le pays au travail. L'organisation politico-administrative est sclérosée. Nous avons donc besoin de profondes réformes qui sont d'autant plus indiquées que le pays est relativement stable. TSA, vous avez... Donc l'interview qui a été accordée à TSA par Sofiane Djilali, le patron de Jil Jadid, qu'il faut rappeler aussi, a fait un communiqué juste après ces élections, que ces élections étaient donc l'échec de la démocratie. Rappelons aussi les déclarations ou le poste qui a été fait par l'ancien ministre, l'ancien diplomate Abdelaziz Rahabi, qui a qualifié la situation que vit notre pays, qu'elle passe d'une phase d'ingouvernabilité, d'après ces termes.
Dali, je vais revenir vers vous, bien sûr. Le deuxième mandat a commencé de Majid Tebboune. Maintenant, la question pour lui, c'est de cette promesse de dialogue avec les partis politiques, avec l'opposition, mais aussi les perspectives de l'évolution de la situation politique en Algérie. Quelles sont les perspectives d'Ali? Est-ce que pour vous, le dialogue c'est déjà vu, donc ce dialogue ne mènera à rien, il ne mènera pas à une ouverture politique ni médiatique? Qu'est-ce que cela veut dire pour notre pays, cette continuité de la même politique qu'on a vue depuis l'avènement de Tebboune en 2019? Allez, Laskari. Écoute, par expérience, on l'a tout le temps dit, par rapport à, c'est-à-dire pour qu'il y ait un changement, l'opposition algérienne, je dis bien l'opposition, hein, je ne parle pas de ceux qui se sont alliés, qui se sont intégrés et qui sont devenus aujourd'hui des soutiens et un appui au régime. C'est-à-dire ce qui reste de la véritable opposition. Parce que le peuple s'est exprimé, le peuple algérien s'est exprimé. Attention, il ne faut pas l'oublier. Plus de 80% qui ont rejeté les élections, qui ont dit non à la mazala électorale. Et d'une manière silencieuse, c'est vrai, cette fois-ci, mais c'est une lame de fond où le régime, aujourd'hui, il a compris que le peuple n'en veut plus et qu'il n'adhère plus à ces thèses. Donc si le régime aujourd'hui il est isolé, l'opposition elle doit s'organiser, elle ne doit pas tomber dans le piège d'aller à des rencontres encore protocolaires et décoratives. Et je les appelle comme ça. Il y a beaucoup qui se sont engouffrés dans cette situation depuis 2020. Lorsqu'on a refusé de les rencontrer en 2020, même le FFS, ils lui ont fait un congrès en plein Covid, le 9 et 10 juillet, pour qu'on soit aujourd'hui dans cette situation. Pourquoi je parle du FFS? Parce que le FFS, elle a été fondée en 1963, c'est une école, mais aussi c'est un instrument de lutte pour tous les Algériens. Donc moi je dis tout le temps que l'opposition doit s'organiser. Elle doit travailler à construire un rapport de force populaire, pacifique, alternatif, pour sauver ce qui reste à sauver de notre pays. Il n'y a que le projet de l'opposition alternative et qu'une véritable transition démocratique, constituante. Ceux qui vont encore s'engouffrer dans des solutions qui vont nous mener au mur, comme on le dit tout le temps, et on le répète. Donc il n'est pas question de s'inscrire dans ces propositions où il n'y aurait pas de solutions concrètes. Si on veut des solutions concrètes, il n'y a qu'à s'organiser. Oui, c'est difficile, mais si les instruments de lutte, il faut les récupérer. Les militants, la base militante du Front des Forces Socialistes, et je m'adresse à elle, qui a rejeté les élections, même dans la région de Kabylie, en masse, parce que même s'ils sont passés de 0% à 8%, mais c'est rien du tout. Et l'échec a été total pour l'appareil du Front des Forces, pour l'appareil qui parle au nom du Front des Forces Socialistes. Et tout le monde le sait. Et tout le monde le sait. On ne peut rien cacher aujourd'hui. Donc c'est le moment aux armées s'organiser pour une véritable transition démocratique, pour qu'il y ait un état de droit et des institutions légitimes. On n'a pas des institutions légitimes. On n'a pas des institutions de contre-pouvoir et de souveraineté démocratique populaire. Donc il faut aller dans ce sens-là. Et chaque opposant, tous les militants du mouvement révolutionnaire pacifique doivent s'inscrire dans cette organisation. Et c'est à eux de la constituer. Et c'est celle-là qui peut apporter le changement et aussi ramener les décideurs à un véritable dialogue négocié. C'est la seule solution, c'est la seule perspective.
Autrement, c'est-à-dire on se coupe du peuple. Et on ne veut pas écouter le peuple et on ne veut pas écouter ses revendications. Laissez-moi juste rebondir. Quand Brahim Younsi dit que c'est l'armée qui bloque donc cette ouverture, vous appelez à l'opposition à s'organiser, mais si de l'autre côté, il y a ce déni donc, d'ouverture, voulez-vous qu'il y ait donc, cette organisation de l'opposition? L'opposition, à force, elle va s'organiser. On ne peut pas rester comme ça. Le régime aujourd'hui, on peut revenir, on l'a dit déjà, il est isolé. L'Algérie est isolée sur tous les plans, diplomatiques, économiques, géostratégiques. Donc ça pose problème. Même si on dit que le pays aujourd'hui est victime de conspiration extérieure et de menaces permanentes. Mais pour s'en sortir de cette situation, il faut s'ouvrir à son peuple. Mais l'institution, si on parle de l'institution, jusqu'à quoi elle va tenir comme ça? Et permettre à une façade civile d'exister et de réprimer son propre peuple. Aujourd'hui, les Algériens veulent quitter leur pays en masse. Est-ce que c'est la solution? Des milliers, sinon des milliers de chômeurs aujourd'hui qui sortent des universités et ne trouvent pas d'emploi. Ils vont continuer comme ça. Ils sont dans les exclusions sociales. Ils disent le contraire alors qu'ils savent qu'ils sont dans les exclusions sociales. Seuls aujourd'hui, ceux qui ont des clientèles peuvent trouver de l'emploi. C'est catastrophique. Très bien, restez avec nous. Aujourd'hui, il y a la rentrée sociale, s'il vous plaît. On risque l'effondrement social, ils le savent. Le pouvoir d'achat aujourd'hui, beaucoup d'Algériens n'arrivent pas à survivre dans notre pays. Il faut se dire les vérités. Et seul aujourd'hui, c'est-à-dire l'apaisement, si apaisement, ça veut dire qu'il faut avoir l'adhésion du peuple. Ceux qui n'ont pas voté, les 80%, il faut les convaincre. Et pour les convaincre, pour qu'il y ait la confiance, il faut qu'il y ait une véritable volonté politique, et sérieuse et concrète. Et pas de mensonges, et pas de ruse, pas de manipulation, pas de tiqalla'in, comme disait Sila Hussein Lahirahmou. Si c'est tiqalla'in, les Algériens ne suivent pas. Très bien, restez avec nous, Dali, restez avec nous. Brahim Younsi. Dali a dit l'Algérie est isolée, mais aussi la situation, bien sûr, on a parlé de la situation géopolitique, la situation interne, surtout donc cette rentrée sociale. Est-ce que vous pensez que le refus des Algériens d'aller voter, mais aussi peut parler d'un boycott massif, a surpris le régime et peut-être ce qui l'a poussé à aller donc à annoncer ce dialogue national. Qu'est-ce que vous en pensez, Brahim Younsi? Que le régime en place ne s'attendait pas à ce niveau de boycott, c'est pas simplement d'abstention. C'est un véritable boycott. Il ne s'attendait pas à ce niveau-là. Bien sûr qu'il sait qu'il a perdu la partie, mais néanmoins, il n'a pas hésité à proclamer Abdelmadjid Tebboune président de la République, et avec un taux de dictateurs, 84%, alors qu'on est descendu de 94 à 84. C'est-à-dire que la fraude électorale est visible, elle est reconnue par le pouvoir lui-même. C'est quand même une forfaiture que ce pouvoir a commise. Et on ne peut pas travailler avec ce pouvoir. Ce régime n'a qu'une chose à faire, c'est bien entendu d'organiser sous la haute surveillance des partis politiques algériens au moment où une ouverture réelle se ferait ou se faisait,
et sous l'autorité des instances internationales, notamment des Nations Unies ou de l'Union africaine, pour contrôler les élections, la régularité des élections. Vous savez, Abdelmajid Tebboune, et ça c'est à son actif, si j'ose dire, hein, un actif qui est un passif, c'est que son œuvre est que la nation algérienne et ce résultat, c'est lui qui l'a obtenu. Ce n'était pas le cas sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. C'est qu'il y a un éloignement, plus qu'un éloignement, une séparation de la nation et de l'État. La nation ne se reconnaît plus dans cet État, en tout cas dans ce régime. C'est dire que la césure est encore plus grande que les années précédentes et qu'avec les derniers chefs de l'État, que ce soit Zarouel, Bouteflika notamment. C'est dire que le fossé s'est tellement élargi entre le pouvoir et la société. Il n'y a plus possibilité de mettre des rustines. Il faut absolument refuser de mettre des rustines dans une chambre à air et qu'il faut absolument changer. On ne peut pas continuer à rouler avec une chambre à air crevée ou avec une chambre à air qui crève à tout instant. C'est que le pouvoir en place n'a pas seulement perdu électoralement, mais il a perdu s'il avait de la crédibilité. En tout cas, parmi ceux qui l'ont un moment cru, il a perdu toute crédibilité. Et c'est plus grave de perdre le peu de crédibilité qu'il avait que de perdre les élections. Ça veut dire que ce pouvoir, que ce régime doit absolument faire en sorte que je n'aime pas parler de classe politique et parce qu'elle a une connotation assez mal perçue. Mais les partis politiques qui existent ou les partis politiques à naître qui doivent exister sans être empêchés par la loi. La loi permet ou doit permettre à tout Algérien de créer un parti politique s'il en a envie ou s'il le peut. Mais la loi doit le lui permettre. Et il n'y a aucun frein, comme les associations, notamment dans le pays où je me trouve, en France, où la loi de 1901, les partis politiques relèvent de la loi de 1901 et les associations caritatives ou autres relèvent également de la loi de 1901. Il faut qu'il y ait une loi ouverte et on n'a aucun agrément à demander à qui que ce soit et d'agir sur le champ politique. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons construire quelque chose de positif. Vous avez parlé du FFS et bien entendu, il y a son acolyte, le MSP. Pardonnez-moi, je le dis comme je le pense. Ces deux partis ont vendu leur âme pour un plat de lentilles. Et ce n'est pas la première fois. C'est honteux de livrer des partis politiques dont un long parcours à qui en a fait une mascarade. Très bien, restez avec nous. Brahim Younsi, très rapidement, Ali Laskari, parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Juste une petite minute. Comment vous voyez les choses donc évoluer? Est-ce qu'il y a un espoir d'ouverture, une vraie ouverture, si on peut dire, donc politique? Très rapidement, Ali Laskari. Ali Laskari?
Ali Laskri, est-ce que vous m'entendez? Non, je pense qu'on a perdu Ali Laskri. La question à Ibrahim Younsi, très rapidement, c'est Ibrahim, parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Très rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Elle m'échappe. Est-ce qu'il y a un espoir d'ouverture, Ibrahim, parce qu'on a vu le peuple, bien sûr, bouder cette élection, dernière élection. Donc, le message du peuple était très clair. Je vous laisse la parole, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Bien sûr que nous souhaitons tous, et je souhaite cette ouverture. Mais, pardonnez-moi, ayant une longue expérience, toutes les ouvertures ou les tentatives d'ouverture qui ont eu lieu, à partir de 1989-90, elles ont toutes été fermées. Toutes. C'est une équation fermée. Le pouvoir en place, le régime en place, n'est pas prêt d'aller vers une ouverture, vers un pluralisme réel politique et vers une démocratie et sortir de cette société de commandement et d'aller vers une société des libertés publiques. Le pouvoir en place, le régime en place n'y est pas prêt et ne le veut pas parce qu'il connaît, il faut le dire, qu'il y aurait des conséquences, Merci, Ibrahim. Ibrahim, je m'excuse, j'aurais aimé vous donner plus de temps, mais je vous promets de vous inviter à une autre émission, peut-être qu'on va débattre encore plus profondément. Ibrahim, je pense que Dali est avec nous. Ali Laskri, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait, Nasser. Dali, très rapidement, parce qu'on a dépassé le temps, je vous laisse 30 secondes, s'il vous plaît. D'accord, désolé, ما سمعتش واش قال لي كاع سي ابراهيم pendant l'émission الله غالب c'est technique. Je termine, Nasser يرحم بابك. C'est-à-dire, écoutez, on est à la veille du 19 septembre. Le 19 septembre, c'est la proclamation du GPRA en 1958. Donc, je termine avec ça, parce que c'est le Hussein Allah yarhamou, ou Mahri Abdelhamid Allah yarhamou, ont toujours demandé que cette journée soit la journée de la République. C'est par, bien sûr, pour réhabiliter le GPRA, et tous les acteurs. Donc jusqu'à aujourd'hui, cette revendication c'est pas une revendication, une proposition de Hussein Abdelhamid Mahri, à ce jour, il n'y a pas eu de réponse par rapport à la journée de la République. Il y a une proposition que le 19 septembre soit la journée de la République, pour ne pas oublier la fondation du GPRA et la naissance du GPRA. Merci. Chaque année. Merci beaucoup, Dali. Merci beaucoup. Merci donc à Ali Laskri, ancien coordinateur de l'instance présidentielle du FFS. Merci à Ibrahim Younsi, analyste politique et ancien membre du MDA 82-88. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission et à Tekoum Saha.